Bienvenue à tous sur Médiane TV. Nouveaux variants, des pays en proie au virus, d'autres qui au contraire s'en sortent bien. Peut-on toujours parler d'un même Covid-19 ou bien de pandémie? Nous sommes passés à des épidémies locales. On en parle avec vous tout de suite, professeur Jafar Heikel, épidémiologiste. Comment ça va, professeur? Merci beaucoup Yasmine, merci pour ton invitation. Alors c'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an, on parlait d'une pandémie. Aujourd'hui, professeur Heikel, les choses évoluent d'une zone géographique à une autre. Est-ce qu'on est toujours dans la même pandémie ou bien nous sommes passés à des épidémies localisées, différentes les unes des autres? Je vois que vous êtes devenue experte en épidémiologie, Yasmine, et vous avez parfaitement raison. Nous sommes dans différents cycles épidémiques, beaucoup plus qu'une pandémie classique mondiale qui aurait une souche classique sauvage qui s'est répandue à travers le monde. Ce fut le cas au début de la pandémie, au début janvier, février, puis mars chez nous. Et puis aujourd'hui, nous observons avec donc les variants, avec des cycles épidémiques particuliers pour chaque catégorie donc de variants, des évolutions différentes et également des évolutions différentes en fonction des zones géographiques et des hémisphères à travers le monde. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Inde, ce qui se passe dans d'autres pays européens et par exemple donc aux États-Unis où les situations sont complètement différentes, ont été totalement donc inversées. Et effectivement, vous avez raison de dire qu'il faut aujourd'hui non seulement qu'on s'habitue à vivre, on le disait sur vos antennes, avec le virus, en fait il faut qu'on s'habitue à vivre avec différents types donc, de virus et différents cycles épidémiques. Est-ce que ces cycles étaient prévisibles, professeur ? Alors, la réponse est non. Pour être honnête, d'un point de vue intellectuel, personne ne pouvait prévoir et pour rester honnête, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent, comme vous l'imaginez. Il n'y a pas que le facteur humain, évidemment, et nous, on joue un rôle important si, effectivement, nous ne respectons pas les mesures barrières, si quand il n'y a pas la vaccination, quand il n'y a pas le traitement, mais il y a également la propre dynamique du virus. On l'a vu, quand un virus entame un certain nombre donc, de mutations et se retrouve avec des variants qui deviennent prédominants et qui ont soit une transmissibilité différente, soit une virulence, c'est-à-dire une pathogénicité donc différente, eh bien, on se retrouve dans des situations qui n'étaient pas prévisibles et qui n'étaient pas contrôlables. Et aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, vous imaginez, heureusement qu'il y a le vaccin, pas uniquement, mais heureusement qu'il est là pour pouvoir changer le cours donc, des choses. Mais impossible de prévoir donc, les situations. Évidemment, nous pouvons penser à certaines évolutions, nous pouvons adopter le principe donc, de prudence et de précaution, mais nous ne pouvons pas prévoir de façon précise, en tout cas, l'évolution des cycles épidémiques et on en a la preuve de ce que nous avons vu dans certains pays qui pensaient que l'épidémie était derrière eux et qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations d'obligation de confinement de leur population. Vous avez dit, professeur Heikel, qu'on ne peut pas tout prévoir. Cela dit, nous avons des cas d'école. Si on devait prendre deux exemples, celui du Chili et celui d'Israël. Le Chili qui a le 3e taux de vaccination le plus important dans le monde et qui aujourd'hui se retrouve complètement dépassé. Il y a quelques jours, le journal Le Monde titrait « Covid-19, malgré une vaccination massive, l'épidémie est hors de contrôle au Chili », alors qu'en Israël, les choses ont bien marché. Pour vous, en tant qu'épidémiologiste, quelle est cette vraiment clé de réussite de l'un et d'échec de l'autre, malgré une importante campagne de vaccination dans les deux pays ? Alors, je pense que vous avez choisi deux très beaux exemples, effectivement, qui montrent un petit peu le paradoxe donc, des situations. Le paradoxe des situations où, comme je l'ai dit il y a quelques instants, la vaccination est un outil précieux, très important, mais ce n'est pas une fin en soi. Et je l'ai toujours dit, d'ailleurs, je l'ai dit également sur vos antennes, en disant la vaccination est cruciale et fondamentale, il faut y adhérer, mais attention, ce n'est pas une fin en soi. Si jamais vous n'atteignez pas donc l'immunité collective, si vous ne maintenez pas donc les mesures barrières, si vous ne maintenez pas une stratégie de dépistage pour voir s'il n'y a pas de nouveaux variants, si vous n'isolez pas et vous ne traitez pas les patients, vous risquez d'avoir donc ce qu'on appelle des effets pervers des mesures donc on nous contrôle. Qu'est-ce que j'entends par effet pervers? C'est-à-dire qu'on croit bien faire, on entame la vaccination pendant que d'autres éléments
passe sous silence, c'est-à-dire une surveillance épidémiologique, un dépistage et donc d'autres mesures barrières, et on se retrouve avec un effet inverse. Et l'exemple donc du Chili est parfaitement éloquent. Malheureusement, je ne leur souhaite pas et j'espère qu'ils vont s'en sortir le plus rapidement. Par contre, à l'opposé, Israël, non seulement, évidemment, ils ont entamé une stratégie vaccinale extrêmement forte et pour l'ensemble de la population, bien que la population israélienne ne soit pas très importante, donc plus facilement contrôlable, mais en même temps, ils ont maintenu un niveau de surveillance épidémiologique parmi les plus élevés au monde, ils ont maintenu des pourcentages donc de surveillance donc des variants, de différents donc variants très élevés, et ils ont également fait en sorte que la population respecte les mesures barrières jusqu'au moment où ils ont pu relâcher donc les taux parce que effectivement un pourcentage était vacciné. Et le dernier élément qu'on doit considérer, et sur lequel d'ailleurs nous sommes une équipe en train de travailler au Maroc, c'est considérer également ce qu'on appelle l'écosystème, ce qu'on appelle l'épigénétique et d'autres facteurs. Par exemple, nous sommes en train de travailler sur le rôle des groupes sanguins. Est-ce que les groupes sanguins, certains protègent plus que d'autres? On est en train de travailler donc dessus. Est-ce que la génétique des populations est différente et protège, oui ou non? Eh bien, il y a de plus en plus de travaux à ce sujet. C'est pour ça qu'il y a de l'impondérable et c'est pour ça que nous ne pouvons pas prévoir et qu'il faut rester extrêmement prudent malgré des résultats positifs. Alors, quand vous dites il faut rester prudent, la population doit rester prudente. Justement, la population ne doit pas se laisser aller. Est-ce que vous constatez justement un relâchement de la part de nos concitoyens, professeur? Un relâchement oui, par rapport aux mesures barrières, etc. Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison de le dire et je profite d'être sur Média TV pour encore une fois lancer un appel à l'importance du respect donc des mesures barrières. Mais le respect des mesures barrières, ce n'est pas uniquement le soir. Pendant par exemple le mois de Ramadan, c'est pendant également la journée. Et c'est très important tant que le Maroc n'a pas atteint cette fameuse immunité collective, c'est-à-dire de 60 à 80% de la population donc cible. Et le relâchement est constaté tous les jours lorsque vous allez faire les courses, vous le constatez tous les jours dans les transports en commun. Alors l'idée évidemment, ce n'est pas d'enfermer les gens, évidemment. Je suis contre un confinement total et prolongé, mais je suis pour que chacun assume une forme de responsabilité, respecte des mesures barrières en attendant que nous soyons tous vaccinés. Je rappelle qu'il y a encore pas mal de millions de Marocains qui ne sont pas encore vaccinés, malgré que le Maroc a des résultats formidables en matière donc, de vaccination. Il faut encore être prudent évidemment, mais surtout patient parce que nous observons au quotidien pendant la journée le non-respect donc des mesures barrières par certains, pas par tous bien évidemment, et ceci peut mettre en jeu, et je l'exprime encore une fois, peut mettre en jeu les efforts que conduit aujourd'hui l'État en matière de stratégie vaccinale, parce que si on continue à laisser le virus circuler de façon importante et surtout certains variants, eh bien tout le gain de la vaccination peut être perdu parce que le virus est encore en train donc de circuler parmi ce qu'on appelle les populations vierges vulnérables, c'est-à-dire non encore vaccinées. Alors, un autre justement qui a un petit peu la même philosophie que vous en la puissance du vaccin, mais aussi en les gestes barrières, c'est Bill Gates qui annonçait il y a quelques jours sur une chaîne polonaise que nous arriverons à vaincre le virus grâce à la vaccination d'ici à la fin 2022 avec un retour à la normale. Est-ce que vous pensez que c'est un horizon qui est lointain ou proche? Écoutez, je pense que c'est un horizon qui n'est pas aussi lointain qu'on le pense, dès lors, attention encore une fois, dès lors que nous nous inscrivons dans une réflexion mondiale. On ne peut pas imaginer revenir nous tous à notre vie normale si les différents pays qui nous entourent ou avec qui nous avons des relations n'ont pas atteint l'immunité collective. Je vous donne un exemple concret, Yasmine. Imaginez que le Maroc, et je le souhaite pour mon pays, atteigne l'immunité collective le plus rapidement possible, au mois de juillet, au mois d'août, alors que ce n'est pas le cas de l'Espagne, de l'Italie, de la France, donc la Belgique ou des pays avec qui nous avons des relations commerciales ou humaines extrêmement fortes. Eh bien, nous ne pourrions pas de toutes les façons revenir à une vie, à des échanges, c'est-à-dire de pouvoir voyager dans ces pays ou recevoir donc des personnes sauf certaines conditions. Donc, il faut bien comprendre, et c'est pour ça que Bill Gates a bien précisé au moins donc de 2022, moi je pense que nous allons pouvoir progressivement donc, sortir donc, du tunnel au dernier trimestre, je l'ai déjà dit, donc, de 2021,
et reprendre donc notre vie normale en 2022, à la condition bien évidemment que nous ayons au niveau de la population donc mondiale un pourcentage correct, pour ne pas dire élevé, hein, parce que ça c'est un espoir, élevé de population mondiale qui est vaccinée. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation ou dans le cadre de la santé mondiale, j'aime exprimer le mot que la santé est un bien commun mondial. Et ce bien commun, si nous ne le préservons pas en vaccinant le maximum de personnes, eh bien, ce n'est pas un, deux ou trois pays qui va pouvoir revenir à sa vie normale parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace personnel, c'est un espace commun, mondial, malgré évidemment la souveraineté de chacun donc, des pays, mais l'activité commerciale, l'activité intellectuelle, l'activité des réseaux sociaux est aujourd'hui sans frontières et c'est pour ça que j'insiste pour l'importance que nous ayons tous une stratégie de protection globale et d'ici 2022, nous devrions être sortis de l'auberge si bien entendu nous respectons les mesures barrières et la vaccination également. Alors l'Inde avait connu une accalmie entre le mois de novembre et le mois de mars avant de voir le virus prendre le dessus sur pratiquement tout le pays. Les spécialistes que vous êtes apprennent quoi de ce genre de retournement de situation ? Alors, d'abord, nous apprenons, Yasmine, la modestie. La modestie est rester humble parce que un scientifique, c'est quelqu'un qui est modeste, qui est humble et qui se remet en question tout le temps et qui remet en question un certain nombre d'hypothèses qu'il aurait pu avoir au départ. L'Inde est un exemple malheureux, et je ne souhaite pas bien sûr à ce pays, qui est un pays extraordinaire, une grande démocratie, que la situation perdure. Parce que quand je vois 3000 morts par jour, quand je vois entre 300 000 et 500 000 nouveaux cas par jour, eh bien la situation est dramatique. Mais attention, ce que nous apprenons, c'est que partout dans le monde, y compris dans le contexte marocain, nous apprenons la fragilité de nos systèmes de santé et nous apprenons également que nos systèmes de santé n'ont pas toujours été préparés et pas suffisamment résilients à la réactivité par rapport à des phénomènes pandémiques ou épidémiques. Et c'est l'occasion ou jamais avec la Covid-19 de nous remettre en question et de remettre en question nos systèmes de santé et placer le système de santé dans sa globalité, dans ses multifacettes et dimensions, au cœur des politiques publiques sociales. Et tous les pays qui l'ont vécu, et le premier pays, je vous le rappelle, qui en a souffert énormément, c'est l'Italie. Lorsque l'Italie a vu son système de santé totalement effondré à cause donc de la crise, lorsque les Français ont vu, lorsque les Américains ont souffert au début, les Espagnols donc également, qui sont à côté donc de nous, et évidemment, nous avons eu, nous, la chance au Maroc, grâce aux orientations royales, d'aller vite, de nous préparer rapidement, mais malgré ça, nous avons vu les insuffisances qu'il faut corriger et je crois qu'il y a un enseignement majeur à travers le monde à avoir, c'est de dire préparons aujourd'hui les systèmes de santé. Quand on dit préparer le système, c'est simplement évidemment l'accessibilité aux services de santé, l'offre, le financement, la couverture sanitaire donc universelle, les professionnels donc de santé et surtout l'intégration aux autres dimensions qui fait la santé et le bien-être, c'est-à-dire les travaux publics, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation, vous les médias, vous avez un rôle extrêmement important et d'inscrire justement cette notion de bien commun mondial ou de santé et bien-être dans une perspective d'intégration des secteurs qui sont les différents départements ministériels à travers les pays. Est-ce que justement face à ce genre de situation dans des pays comme ça, il y a un système de veille particulier qui se met en place au niveau même local, national chez nous ? Écoutez, nous, ce qu'on demande depuis des années au ministère de la Santé, et j'espère que Monsieur le ministre de la Santé, Khalid Taleb, va le faire dans le cadre de son projet donc énorme donc de refonte du système de santé, il faut que nous ayons un système d'information sanitaire intégré qui inclut le secteur privé, le secteur public, qui inclut les centres de santé publics, les cabinets médicaux, dans le sens évidemment d'avoir un parcours de soins coordonné du patient et aider le patient de la prévention primaire, ça veut dire la vaccination et l'éducation pour la santé, la prévention secondaire, sa prise en charge dans un milieu de soins, qu'il soit public ou privé, et ensuite la gestion donc des complications. Et c'est cette capacité justement à rendre notre système de santé donc résilient par de l'information sanitaire, hein. Nous manquons d'informations sanitaires dans tous les pays du monde, y compris chez nous. Si on devait savoir combien de personnes sont décédées uniquement de Covid sans avoir eu des maladies chroniques, c'est difficile à avoir donc de l'information. Et ceci nous aide
à préparer les politiques publiques et à planifier. Et je crois que parmi également les enseignements, c'est absolument avoir un système d'information intégré sanitaire entre le public et le privé dans l'intérêt de la santé des populations. Peut-être un mot avant de conclure sur ce qui se passe au niveau du Brésil. Le Brésil n'a pas mis en place depuis le début de la pandémie de mesures barrières, de systèmes de contrôle du virus. Et aujourd'hui, les choses sont très graves dans ce pays où les enfants sont également beaucoup touchés par rapport au reste du monde. Vous en pensez quoi, professeur Heikel? Écoutez, je pense que cette crise a révélé dans quelle mesure est-ce que le politique, l'économique, et le social et le sanitaire sont intimement liés. Malheureusement, dans cette crise, beaucoup de politiques ont fait perdre malheureusement soit du temps, soit une réactivité, soit une réorganisation, soit des mesures d'intervention qui étaient fortes, etc. Et dans certains pays, des décisions politiques, moi je respecte évidemment tous les pays, toutes les décisions politiques, hein, je suis un démocrate et donc j'accepte que chacun des pays a sa propre souveraineté, ses propres décisions politiques, mais il faut bien comprendre quand vous mettez en place une politique de santé, ce qu'on appelle les politiques publiques, le masque, le dépistage, le traitement, la minimisation des risques ou l'aggravation donc des risques, vous agissez effectivement sur cette dynamique épidémique. Et donc aujourd'hui, le Covid-19 a souffert ou a gagné, si je peux exprimer, ça dépend de quel côté on se place, par des interventions du social, de l'économique et des politiques. C'est la première fois, moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, c'est la première fois que je vois qu'une crise sanitaire a autant d'impact sur le plan économique, social et politique. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut absolument que le sanitaire reste au cœur des préoccupations de tous les pays du monde et de tous les responsables pour que la politique, l'économique et le social soient plutôt des facteurs de soutien et d'accompagnement, beaucoup plus que des facteurs donc d'enjeu. Mais est-ce qu'on a scientifiquement, par exemple, aujourd'hui, des explications quant à pourquoi les enfants brésiliens souffrent de la Covid et décèdent de ce virus? Alors, il n'y a pas que les enfants brésiliens, vous avez parfaitement raison, il n'y a pas que les enfants brésiliens, il faut voir aujourd'hui également les enfants en Inde, il faut également voir dans certains pays d'Asie du Sud-Est également la situation. Il y a des situations aussi qui ont été assez particulières dans certains pays européens. Les enfants ont été plus touchés parce que simplement, dans la stratégie d'abord de vaccinale, les enfants n'ont pas été considérés et dans la stratégie également de lutte contre les différents variants, on n'avait pas prévu que certains variants allaient plus toucher les enfants donc, et les adolescents, et sachant, Yasmine, que d'autres variants peuvent arriver. Et aujourd'hui, au moment où la souche classique sauvage, on ne traitait pas les enfants, on ne s'occupait pas des enfants parce qu'ils étaient porteurs, certes, mais avaient moins de complications. Aujourd'hui, on s'aperçoit, malheureusement, et on a mis un peu de temps à nous en apercevoir, que les enfants étaient très touchés par certains variants, et particulièrement au Brésil, où plusieurs variants, dont le variant brésilien, qui est quand même assez dangereux, circulent de façon importante. Et dans ces cas-là, et vous le voyez, les enfants deviennent, comme les personnes âgées, des populations extrêmement vulnérables. Merci beaucoup pour ces explications, professeur Heikel. Merci infiniment pour votre disponibilité. Merci à toutes et à tous. À demain pour un nouvel épisode.